Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour débriefer le dernier match et la dernière victoire de l'OGC Nice à domicile contre le Stade de Reims. Une victoire 2 buts à 1 sur laquelle nous allons revenir pendant une bonne heure et 10 minutes. Allez, soyons fous pour le programme de la soirée. J'espère que vous allez bien. Prenez place. Je salue Alric Nissardetta et Anto qui sont sur le chat déjà. L'OGC Nice vainqueur, consolidation de la deuxième place au classement, plein de choses à dire sur ce match. On va parler football et ça fait du bien. J'ai le plaisir déjà dans un premier temps d'accueillir Sky, animateur du podcast Avantinissa qui fait sa première dans l'émission cette saison. Comment ça va Mmh. Sky? Bah, ça va bien, toujours après une victoire. Merci pour l'invitation. C'est vrai que je n'étais pas revenu cette saison encore, mais ça fait plaisir. Merci beaucoup et bonsoir tout le monde. Tu reviendras la prochaine fois pour le nouveau but de Gaëtan Laborde, hein, puisque Ouais, on vous y m'invitez plus reviendra, souvent, hein, pour mais le bien de la bande. Gaëtan Laborde qui a remarqué 3 mois après son but au Parc des Princes. C'est un retour et c'est celui de Matt, meilleur chroniqueur que joueur au billard. Comment ça va Matt? Très bien, bien mieux que dans le froid nantais. Euh, L'OGC Nice a retrouvé des terres un peu plus méridionales et a retrouvé des couleurs par la même occasion, nous aussi. Génial, je Donc ça va remercie très bien. Anto pour le troisième mois d'abonnement. Et bien naturellement, on accueille un Rémois et je pense que c'est une troisième ou une quatrième venue dans l'émission. Au moins. C'est Antoine, comment ça va Antoine? Bah, ça va très bien, bonsoir à tous. Un plaisir d'être là comme maintenant plusieurs saisons, ça doit être la troisième, je pense. Voilà, ça n'a pas accouché d'un 0-0, chose quand même assez rare Incroyable. sur les dernières saisons. Ouais. Sur les 9 derniers matchs, il y avait eu 7 matchs nuls, dont 5 0-0. Et là, on a eu droit à 3 buts. Je pense que les peut-être 3-4 prochains matchs accoucheront d'un piteux 0-0. Messieurs, dans un premier temps, on va prendre les choses d'une manière chronologique. Déjà, peut-être les buteurs, une ouverture du score, donc comme je l'ai dit, de Gaëtan Laborde. Une égalisation de Younis Abdelhamid et un but vainqueur de Jérémy Boga, bien aidé par le portier rémois qui offre donc Ouais. 3 points précieux à la course au titre pour l'OGC Nice. Non, je m'emballe peut-être un peu. Dans un premier temps, la composition des deux équipes. On va commencer par celle de l'OGC Nice. Sky, qu'on nous disait un peu en off. Des débats, micro-débats. Peut-être celui qui a donné un peu de j'allais dire un peu de débat et un peu de j'arrive pas à De trouver le grain à mot, moudre, de hein, grain à moudre, pour une exactement, expression claquée au sol. exactement. Tu sais que c'est exactement celle que je cherchais. Eh ben, voilà, J'avais peur de rien. de De ne pas mixer deux de ne pas y expressions et de arriver, passer de pour ne un pas y con, mais arriver. non, non, grain à moudre, grain à moudre. C'est la titularisation de Pablo Rosario au milieu de terrain à la faveur d'Hichem Boudaoui. Alors Hichem Boudaoui, bon début de saison, voire très bon début de saison, décisif aussi par 2 fois. Pablo Rosario qui avait assuré un intérim au poste de latéral droit sur les derniers matchs, notamment. C'est une décision qui a fait réagir. Comment tu analyses un peu ce choix déjà dans un premier temps de voir Rosario regagner ce milieu de terrain qu'il avait un peu délaissé sur les derniers matchs? Deux choses. Notre cher ami commun, Romain, du coup, Chouchou, qui est un habitué de l'émission, nous confiait avant le match que c'était pas impossible que ce soit un petit pépin physique pour Hicham Boudaoui. Bon, il est quand même rentré en fin de match, donc est-ce qu'il avait qu'une demi-heure ou dans les jambes, et du coup, on a préféré assurer en faisant jouer Pablo Rosario en dans le 11 titulaire, c'est possible. En tout cas, moi, je pense que ce serait une explication qui me satisferait davantage qu'une explication footballistique. Après, s'il faut aller vraiment sur la question du terrain, Pablo Rosario, quand même, n'est pas déméritant, hein, ces dernières semaines. Il a été baladé à tous les postes possibles, et ça a bien fonctionné, relativement bien fonctionné en tout cas. Là, il retrouvait le milieu de terrain. Peut-être pas exactement son poste en plus. Moi, j'ai l'impression, et vous me direz ce que vous en avez pensé, qu'il a joué plus haut de manière assez étonnante. Est-ce qu'on avait besoin de se rassurer face à un adversaire, voilà, quand même d'un certain calibre vu le début de saison rémois? Est-ce qu'en l'absence de Khéphren Thuram, tu avais peut-être besoin un peu de densifier ton milieu de terrain? Je sais pas, mais force est de constater que le résultat, je trouve, que ce soit collectivement ou individuellement, la perf de Rosario donne plutôt raison à Francesco Farioli. Effectivement, on y reviendra. Et puis aussi, on peut se questionner sur tout simplement l'animation de ce milieu de terrain-là. Et deux joueurs, on va dire, à
plutôt profil défensif que sont Pablo Rosario et Youssouf N'Daye dans le but aussi de libérer Morgan Sanson. On reviendra aussi sur le match de Morgan Sanson. Matt, ses choix en amont, Pablo Rosario, Lotomba de retour aussi dans le 11, et également Laborde aligné au poste de numéro 9, et puis la reconduction aussi de Mofi sur un côté. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu trouvais ça pertinent en l'état? Déjà, moi, j'ai passé une semaine très frustrante après la défaite à Nantes, je pense comme beaucoup de supporters de Nice. Et quand je vois la compo, parce que je la découvre en allumant la télé quasiment pour le coup d'envoi, je me dis, bon, ok, Francesco, il a pris un but et il a décidé que c'était la dernière fois de la saison qu'il allait prendre un but parce qu'il nous fait un milieu de terrain N'Daye Chimillé, Rosario, Sanson. C'est-à-dire que là, il nous met vraiment la muraille de Chine devant la défense. Et puis, en fait, il fait jouer un défenseur à son poste. Donc, je suis partagé. Et par contre, bon, évidemment, très heureux de voir Laborde devant, mais ça, on y reviendra. Mais surtout parce que j'ai l'impression que l'équipe a rejoué avec une mentalité conquérante. J'ai l'impression que le retour de Youssouf a fait beaucoup plus de bien que ce qu'on a cru qui manquerait à l'équipe. Et, on a franchement retrouvé une équipe de Nice cohérente, même si c'était, je crois, c'est la première fois qu'on faisait ce 11, vu qu'il a fallu attendre 15 journées pour avoir Gaëtan Laborde en pointe. Et j'ai l'impression qu'on a assemblé plein de bonnes idées que tout le monde avait un peu entrevues à droite à gauche, et ça a marché en fait. C'est-à-dire que, bon, ok, Pablo Rosario a les limitations qu'il a dans le jeu, mais en fait, on a un latéral droit à droite, on a un joueur qui est capable de jouer en pivot en pointe et qu'on sert de au jeu, on a de la vitesse sur les côtés. Donc au global, assez content de cette compo. Et toute ma frustration de la semaine s'est envolée, je pense, en 10 minutes, 15 minutes, parce que les 15 premières minutes, on a vraiment vu le gym asphyxier le stade de Reims. Et ouais, ça a donné raison à la compo de Farioli, je pense. Ouais, effectivement, tu parles de frustration. On l'a dit, hein, un dernier match compliqué pour l'OGC Nice à Nantes, et puis 3 derniers matchs, j'ai envie de les englober dans le même sac malgré la victoire contre Toulouse, parce que dans le rendu, c'était peut-être un peu moins qualitatif que ce qu'on avait vu sur les dernières semaines. Antoine, forcément, tu suis le Stade de Reims depuis le début de saison, tu es un suiveur assidu. Euh, L'intérêt aussi que tu sois là, c'est que tu nous apportes un peu des éléments de contexte aussi sur la saison du Stade de Reims. On sait que l'année dernière, ça avait très très bien fonctionné depuis l'arrivée de Will Steele au poste d'entraîneur. Il y a eu aussi un recrutement ambitieux cet été. Une position, là, vous êtes 7e actuellement. Avant le match, vous étiez dans quelle dynamique? La composition, voilà, est-ce que tu peux nous faire un peu un état des lieux avant de démarrer un peu plus l'analyse de la rencontre? L'état des lieux est un petit peu clair du côté rémois. Il faut dire que Reims restait sur 2 défaites lors de ses 3 derniers matchs. Bon, après, le Stade de Reims, il faut dire, avait quand même affronté Monaco puis Paris avant de s'être un petit peu relancé à la maison face à Strasbourg. Mais encore là, on a senti que le Stade de Reims a fait une très belle première période avec un 2-0 rapidement acquis. Mais en seconde période, le Stade de Reims a lâché prise, s'est fait peur, a même concédé un penalty dans les derniers instants et on a senti que le match aurait même pu tourner en la défaveur des Rémois. Bon, heureusement, les 3 points avaient été acquis. Donc à Nice, on va dire que les Rémoises étaient plutôt dans l'optique peut-être d'aller déjà chercher, à mon avis, au moins un point, espérer peut-être confirmer la dynamique qui avait été entamée à Strasbourg, pourquoi pas espérer enfin accrocher des points contre une top équipe, ce qui n'est pas le cas depuis le début de la saison. C'est-à-dire qui a perdu du coup contre Paris, Monaco, Vous avez Marseille, gagné contre Lyon quand même. contre Lyon aussi, même s'il y avait Contrairement à nous. et j'oublie la défaite contre Rennes, c'était pas Paris, c'était Rennes. Donc il y avait eu pas mal de défaites à ce niveau-là. C'est vrai que contre Lyon, bon, ça a marché, et encore là, on a pensé les relancer. Donc bon, c'est toujours un petit peu délicat ce genre de match, mais au moins on prend les points contre les équipes plus mal classées que nous, quasiment à chaque reprise. Donc au moins ça, c'est une bonne qualité de l'équipe qu'il ne faut pas nouer. Gagner contre Nantes aussi, de ce que je vois de Skito, ce qu'il dit dans le chat. Mais oui, donc le Stade Reims était plutôt dans l'optique de pourquoi pas essayer de maintenir, on va dire, ce bon rythme, d'essayer de rester dans le bon wagon, j'ai envie de dire, parce que derrière, on a des équipes qui commencent petit à petit à reprendre de la forme. On a peut-être Lyon qui vient d'enchaîner une première victoire à la maison. Donc, est-ce que ça peut être, pourquoi pas, le retour d'une série? On en est encore loin, mais voilà. Derrière, on a Marseille, on a Lens, on va jouer notamment samedi prochain à Bollard. Donc voilà, c'est toujours des équipes contre lesquelles il est difficile de s'imposer. C'est vrai que contre Nice, ça aurait été bien de, pourquoi pas, au moins montrer de belles choses dans ce match. Et il faut dire que Reims a été malmené pendant une bonne première partie du match avant de finalement revenir. Mais derrière, on va dire, c'est joué peut-être pas à pas grand-chose pour que Reims récupère au moins un point de son déplacement en Côte d'Azur. Justement, cette première mi-temps, alors côté niçois, on a été, je pense, rassuré, comme tu le disais, Matt,
par rapport au contenu et à l'ambition, hein, un bloc haut, des récupérations rapides, et puis on va dire d'incertitude devant, un peu de spontanéité, hein, on y reviendra, hein, 2 buts en dehors de la surface. Alors, je ne suis pas allé fouiller, mais je pense que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu ça à l'OGC Nice. Comment tu expliques, Antoine, cette première mi-temps rémoise? Est-ce que tu penses que, je sais pas, c'est Nice qui a été vraiment au-dessus dans le contenu? Là, je parle vraiment des 35 premières minutes parce qu'on va dire que ça s'est un peu rééquilibré sur les 10 dernières minutes. Parce qu'en deuxième mi-temps, en fait, Reims a été beaucoup plus entreprenant et c'est un peu contre le cours du jeu que Nice ouvre le score. Moi, c'est un petit peu ça quand on voyait la carte des momentum, en tout cas. Mauvaise première début de match, en tout cas, mauvaise première demi-heure. C'est vrai que souvent, le Stade de Reims, des fois, nous habitue à soit tout donner en première, soit vraiment ne rien donner en première. Il faut croire qu'on était plutôt dans le second cas ce coup-ci, à l'inverse de Strasbourg, où vraiment tout avait été donné en première période. Si ce n'est déjà peut-être pour parler un peu de la composition, un seul absent à la dernière minute, Thomas Fouquet, qui a dû remplacer Maxime Buzy dans le couloir droit, lui qui joue actuellement défenseur droit, mais là on était sur une défense à 5/3, donc on va dire que c'était plutôt lui qui était sur l'aile droit. Et on va dire déjà on a manqué un petit peu de penchant offensif. Il faut dire que Fouquet est un profil bien plus défensif que Buzy, qui n'hésite pas forcément à aller vers l'avant. Donc à ce niveau-là, déjà, ça a pêché parce que côté droit, il y a eu très peu d'occasions. C'est pour ça que Juninho Ito était assez transparent aujourd'hui, c'est que vraiment, il a eu très peu de ballons, voire aucun. Donc à ce niveau-là, tu handicapes déjà une des deux ailes, donc forcément, on tangue un petit peu. Et puis derrière, on a eu une équipe niçoise qui n'a pas arrêté de se battre sur les duels. Ça a beaucoup été animé, que ce soit avec, j'aurais du mal à appeler son prénom, mais Ndiaye, Tu Ishimi. peux l'appeler Youssouf. Youssouf, c'est très bien. Youssouf, voilà, donc tout simplement Youssouf ou même encore Dante qui ont été impérieux encore au milieu de terrain. Je le voyais beaucoup monter. Il faut dire que je ne regardais pas forcément ma jeunesse, mais voir Dante aussi haut qui arrivait ensuite à faire les efforts pour revenir plus bas, c'est assez impressionnant à ce niveau-là et je pense que ça a surpris pas mal de Rémois. Puis tout simplement, on a vu un milieu côté Rémois qui a eu du mal à combiner dans ce début de match. Ça se résumait beaucoup à d'opportunités venant du côté gauche notamment avec Mohamed Darami qui essaie de partir tout seul, mais forcément derrière, s'il n'y a pas vraiment de réelle construction et de capacité à faire monter le ballon, bah derrière on ne peut pas construire et donc on s'expose. Sky, est-ce que tu suis un peu l'analyse de Will Steele qui parle d'un match à l'ennui mortel, insipide, ou c'est un très bon match selon Francesco Farioli? Alors, tu étais au stade et tu es supporter niçois, mais objectivement, le match en lui-même du stade, est-ce que vous êtes régalé? Alors, régaler, c'est peut-être un mot un peu fort, hein, d'un ennui mortel. Je pense que c'est, dans la droite ligne des autres déclarations de Will Steele. C'est, exagéré si ce n'est mensonger, mais bon, c'est presque qu'il a passé à faire, tout son après-match malheureusement. Non, parce que je rejoins ce que disait, ce que tout le monde disait. La première période quand même, il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup d'occasions, même si, après, la précision dans le dernier geste, on en reparlera forcément. Mais je sais pas, non, non, il y a eu quand même, il y a eu 3 buts comme tu l'as dit. On a été habitué à des Nice-Reims, quand même beaucoup plus soporifiques. Non, non, il y a sans dire qu'on s'est régalé parce que c'est toujours aussi frustrant, de mettre, 150 occasions, pour la mettre au fond. Mais, non, non, enfin, plutôt pas c'est un bon moment. Après, bien sûr, on n'est pas objectif et on a gagné. Mais, Hmm. bon, ça c'est autre chose. Une première mi-temps assez particulière, hein. Plutôt intéressant dans le contenu, Matt, on l'a dit, mais comme tu le soulignais, Sky, toujours des problèmes dans la finition, dans la concrétisation des situations. Et je pense que le bonhomme un peu de cette première mi-temps, entre autres, mais c'est Gaëtan Laborde qui rate peut-être 2 occasions assez franches. Et finalement, tu vois que c'est un peu le sauveur de l'équipe qui ouvre le score. Enfin, finalement, il a touché le fond un peu à mi-temps pour au final te lâcher un but venu un peu d'ailleurs, quoi. Parce que le but est très beau, techniquement parlant. Euh, un mal qu'on souligne semaine après semaine, offensivement, mais qui finalement peut être guéri. Du moins cet après-midi, ça a été un peu le cas. On sait que l'animation offensive côté de l'OGC Nice, c'est quelque chose qui est perfectible. Du moins, Francesco Farioli l'a annoncé cette semaine dans les médias qu'on était plus prêt, du moins offensivement.
Comment tu analyses un peu ces demi-temps finalement ouais, Laborde un peu le bonhomme de ce match-là, quoi, finalement. Ouais, un peu. Ben, surtout que il sort, on prend un but. Alors qu'il a été très très précieux dans le pressing et tout. Donc, ouais, non, vraiment, il a été dans tous les. Enfin, même sa sortie a eu de l'impact dans le match. Je l'analyse bah, déjà avec satisfaction, parce qu'on a demandé il y a depuis très longtemps de voir Laborde en pointe, parce qu'il a toutes les capacités pour jouer en pointe dans le style de jeu de l'OGC Nice, de la possession. Beaucoup de fois, on va se servir de lui en appui. Et en fait, moi, je me suis senti un peu libéré parce que de temps en temps, on a vu du jeu spontané. On a vu Morgan Sanson aussi, qui, j'ai l'impression, je sais pas ce que tu en penses, mais qui entre Laborde et Boga, peut-être trouve un peu sa place, peut-être a une sensibilité footballistique compatible avec ces deux joueurs-là. On l'a vu faire des appels sans se poser de questions. Quand tu rajoutes à ça la débauche d'énergie derrière de Melvin Barr, tu es quand même sur un quatuor de côté, enfin tu vois, un quatuor qui cohabite ensemble, qui peut un peu jouer dans les mêmes zones, qui est assez plaisant, qui est combatif, qui a un centre de gravité assez bas, donc qui aime bien aussi la bagarre. Moi, franchement, j'ai pris plaisir. Seul, je dirais, allez, bémol, et c'est un gros bémol pour moi, c'est un peu le côté droit. Combien de situations côté droit où on n'arrive pas à centrer au bon endroit, où le joueur n'est pas positionné au bon endroit, où on a l'impression que c'est encore pas fluide à ce niveau-là. On a eu la spéciale côté gauche pour Boudaoui. Maintenant, faudra apprendre à savoir faire peser la vitesse de Terem Moffi pour servir l'axe. Quant au match plus particulièrement de Gaëtan Laborde, j'ai l'impression qu'il a retrouvé un peu cette importance qu'il avait dans l'équipe. Maintenant qu'on l'a mis dans l'axe, je sais pas vous, mais il a pesé de tout son poids sur le match, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments, des grosses récupérations, plein axe. On a revu l'OGC Nice et ça c'est aussi une des grosses satisfactions de ce match. Et je pense que c'est aussi initié par le fait qu'on ait une pointe aussi dévouée au rôle un peu ingrat que peut être le pressing et le pressing à la perte comme Gaëtan Laborde, c'est qu'on a revu l'OGC Nice récupérer des balles sur des pressings jusqu'au gardien. Le gardien sous pression qui balance directement Dante, Todibo, Lotomba, Rosario qui récupère les ballons mais tout cru dans la bouche. Donc franchement, il y a un impact technique et j'ai peut-être même, je dirais, un impact aussi mental de remettre en premier soldat tout simplement Gaëtan Laborde. Donc ultra satisfait parce que ouais, s'il était cadavérique quand même sur les derniers mois et on a même dans les mauvais moments, on a retrouvé du Gaëtan Laborde qui arrivait à s'exprimer footballistiquement. Donc très très heureux, tu vois, ça me fout une banane d'en parler du match de Gaëtan Laborde, même si c'était un peu moche, tu vois, ça faisait mal aux yeux par moments. Et on aime, tu vois, on aime à l'OGC Nice ce genre de joueur un peu maladroit, on en a plein dans l'équipe. Donc non, super heureux et puis qui golasso. Il casse la cage, hein. Moi j'ai ouvert grand les yeux sur l'écran, je suis pas au stade malheureusement. Et putain, je vois la frappe qui part, je me dis putain, ça a passé par-dessus les filets, c'est tout droit au troisième anneau. Pas du tout. Il défonce la cage, en plus, le fait que ça tape la barre, c'est un but méchant, tu vois. Même la sensation, même l'esthétique du but m'a plu. Hmm. Donc franchement, trop content de ce match. Trop content, j'ai pris mon pied. Donc pas comme Will Steele, non, moi j'ai pas boudé mon plaisir. Ah, ça a joué son match, ça a couru, ça s'est mis des taquets et ça a fini même bugne à bugne. On sentait qu'il y avait de la guerre dans ce match. Un match pour Gaëtan Laborde. Je pense que c'est la conclusion. Tu as parlé du couloir droit. Alors, est-ce que on peut aussi considérer que bon, c'est un secteur de jeu qui change régulièrement. Lotomba, Rosario latéral droit, un coup au milieu axe droit Sanson, Rosario, Boudaoui, à droite, bon, c'était très régulièrement Gaëtan Laborde sur les derniers matchs. Mais finalement, est-ce que c'est pas tout simplement un manque d'automatisme, Matt? C'est vrai, c'est un côté qui a beaucoup bougé et où je pense que on paye aussi le manque enfin l'absence de Youssef Attal. C'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom au club, un peu là, c'est vous savez qui, c'est Lord Voldemort, on a l'impression en ce moment, mais on a besoin d'un joueur comme ça, il nous manque, et on n'a pas le retrouver le Lotomba cafouesque de la saison dernière, donc ça joue, je pense que ça joue, les individuels sont pas au max de leur forme, et on manque encore peut-être un peu de personnel à cet endroit-là du terrain. J'enverrai un mail, je pense, à Francesco Farioli, et peut-être que je vais finir recruté dans son staff, et peut-être que je vais finir coach de Ligue 1 à 34 ans comme lui, pour lui dire qu'il est un joueur qui a connu un peu cette zone du terrain, polyvalent, milieu droit, côté droit. Il s'appelle Hicham Boudaoui, il sait jouer au football. Peut-être qu'il est un peu blessé, un peu en dedans, mais seconde partie de saison, il faudra qu'il se penche sur son cas, ça devrait bien se passer.
Sky, ce match, oui, de Gaëtan Laborde, et ce but aussi, il prend place dans un moment où Nice est un peu en souffrance et subit le pressing haut de Reims. C'est un peu paradoxal finalement cet OGC Nice-là qui contrôle cette première mi-temps, n'arrive pas à marquer et en fait sur une transition rapide, sur un style de jeu qui ne correspond pas, on va dire, au principe de Francisco Farioli, s'adapte et relance longue de Boulka, second ballon récupéré, Mofi qui aspire la défense, Laborde qui casse la cage. C'est ça aussi l'adaptabilité, la spontanéité qu'on a manqué sur les dernières semaines. Ouais, ce qui est dingue quand même, c'est que le seul moment où Laborde et Mofi s'entendent, au final, c'est le moment où ils essaient pas de se passer le ballon. Donc bon, tant mieux hein, d'un côté, mais Laborde le dit dans son interview d'après-match, sans l'excellent appel de Mofi qui aspire la défense centrale, il n'a pas la place de faire cette frappe. Bon, après, il faut faire le geste, je rejoins ce que dit Matt. En plus, le plaisir que ça tape Mm. la barre, que ça fasse barre rentrant, ça fait toujours des buts. C'est un peu plus sale et un peu plus vénère. Bon, ça ressemble bien à Gaëtan Laborde. Hein, je rejoins tout à fait ce que disait Matt juste avant moi. Après, est-ce que c'est vraiment différent de nos principes de jeu? Je trouve quand même que depuis le début de la saison, il y a beaucoup de buts et beaucoup de matchs où on a réussi à jouer en transition, on a marqué des buts comme ça, donc je suis pas tant surpris. C'est peut-être pas les intentions de jeu premières, mais c'est pas la première fois qu'on se dit qu'on a réussi à jouer en transition et à s'adapter. Bah, le meilleur exemple, c'est Ça, c'est c'est Paris, mais c'est exceptionnel. Mais tu vois, même Monaco, au final, tu le joues un peu de cette façon. Donc pour moi, ça, ça ça, date. ça fait longtemps, je trouve, hein, qu'on n'a pas été autant imprévisible. Oui, alors ça, moi, je mettrais 2 raisons. La première, et c'est pour poursuivre ce que disait Matt, c'est que en fait, tu as retrouvé Gaëtan Laborde dans l'axe et bon, au-delà du fait qu'on aurait aimé le voir depuis le mois d'août déjà, mais passons. Tu as un joueur qui est plus mobile, je pense, plus à même de jouer de haut but, de conserver le ballon et plus à même de jouer collectif, en fait. C'est la principale qualité de Gaëtan Laborde, hein, même à Montpellier, c'était déjà ça, avec d'autres attaquants à Nice, c'était ça. Je trouve qu'il va fluidifier le jeu et te permettre de faire peut-être un peu monter le bloc en jouant avec ses coéquipiers. Tout n'a pas été réussi, hein, je suis pas en train de réécrire l'histoire à la lumière de son but, hein, il y a eu des mauvais choix, très clairement, collectivement, individuellement. Je vous dirais pas l'inverse. Mais en fait, ce que j'ai aimé dans ce match, c'est de voir justement sa capacité à jouer avec ses coéquipiers. On parlait de Morgan Sanson notamment, plus facilement que ces nombreux matchs qu'on a vus de Terem Moffi où le pauvre était seul au milieu de la nasse de la défense centrale adverse. Il avait du mal en fait à distribuer le jeu. Là, Moffi sur le côté droit, il fait parler ses principales qualités, la profondeur, la vitesse, donc je le trouve moi plus séduisant et plus à l'aise à ce poste-là. Et de la même façon, Laborde, je trouve que là où à droite, il se contentait d'avoir une grosse ébauche d'énergie, bah là, il est un peu plus entouré d'autres joueurs. Peut-être qu'ils parlent le même football, comme le disait Matt, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que je trouve qu'au final, dans ce sens-là, les deux joueurs sont plus intéressants. Est-ce que c'est juste un épiphénomène de quelques semaines? Je ne sais pas. Et plus rapidement, pour moi, la deuxième raison, c'est aussi, et je pense que c'est ce qui résume notre attaque depuis 2 mois, ça dépend de la forme de Jérémy Boga. Et quand Jérémy Boga est en forme, qu'il arrive à remonter le ballon et tout, bah, c'est lui un peu le facteur X de l'équipe, en fait. Et on a remarqué que dans les matchs où il était éteint, on avait bien du mal à se procurer des occasions. Et dès qu'il arrive un peu à trouver son football, enfin, le chemin du but, tout simplement, bah, en fait, on sent que ça crée des décalages, ça fout le bordel dans la défense adverse. Et forcément, ça libère des espaces pour les autres. Matt, est-ce que le point de progrès, c'est pas aussi de voir un Laborde et un Mofi autant performants l'un que l'autre au poste qu'ils ont occupé cet après-midi? Parce que autant Mofi sur les derniers matchs à droite, c'était intéressant, autant aujourd'hui, je l'ai trouvé alors un peu plus en difficulté, du moins pas aussi déterminant qu'un Laborde par exemple en deuxième mi-temps, alors que sur les dernières rencontres, justement, Mofi était plutôt en vue, du moins à Nantes notamment et contre Toulouse. Bon, on sent que c'est peut-être aussi du bricolage et que c'était pas prévu que Mofi joue à ce poste-là au début de saison. Du moins, comment tu le vois, toi, Samat? Déjà, un point qu'a souligné Sky, c'est on sent qu'il y a quand même
des problèmes de complicité entre les deux. Je pense que ça a sauté aux yeux de tout le monde quand ils doivent jouer une action à deux. On a l'impression qu'ils prennent systématiquement la mauvaise décision. Et j'ai pas vraiment l'impression que c'est tant été que ça la défense rémoise à 3, pardon, qui est contrecarré leur plan. C'est plus qu'ils sont pas compris. Et parce qu'en fait, j'ai l'impression que les espaces sont trop réduits. Les espaces dans lesquels ils évoluent sont trop réduits pour qu'ils arrivent à faire parler leur football l'un et l'autre. Et un deuxième truc, je pense que du côté de Mofi, pour qu'il brille un peu plus, j'ai l'impression il lui faut ce qu'a fait Sanson du côté de Boga. Quelqu'un qui vienne dédoubler, quelqu'un qui vienne vraiment occuper, tu sais, vraiment le couloir droit pour lui laisser une option sur son pied gauche pour pouvoir servir quelqu'un sur le côté. Là, vraiment, on l'a vu à chaque fois que Mofi avait le ballon, tu avais deux mecs qui lui bloquaient l'axe. Je pense qu'il a été hyper embêté d'un point de vue tactique par l'opposition qui lui a été donnée. Après, que les deux performent en même temps, oui, ce serait l'idéal pour le club et pour les performances de l'équipe. Au-delà d'une organisation tactique un peu différente, je pense aussi que des moments où ils se tournent autour l'un de l'autre, où ils peuvent être plus proches l'un de l'autre, presque dans une position de 4-4-2, où ils sont tous les deux à plat devant la défense, pourrait Comme sur le rajouter un peu but, sur hein. ce côté. Ouais, exactement. C'est ce que j'y pensais. Il y a même, je crois, une autre séquence un peu avant, où ils sont déjà dans cette configuration-là, et on sent que les deux sont plus à l'aise, je dirais. On les sent plus dans leur environnement. Donc, c'est de l'ajustage, hein. Faut pas oublier que le coach est arrivé il y a 6 mois. Ça travaille, ça progresse. On voit que ça progresse et ça, c'est encourageant. Même si de temps en temps, il y a des faux pas. Mais pour le coup, ouais, le Camofi, moi, je me pose des questions parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est jamais dans son registre naturel dans le football de Farioli. Donc, je m'interroge sur la pertinence du joueur dans l'effectif de Francesco Farioli. Vas-y, Est-ce Sky. que je voudrais juste vous poser la question, parce que je me la suis posée moi-même pendant les longues minutes de la, de la seconde période. Sur ce poste, d'ailier droit, moi je trouve quand même qu'en fait on se prive de pas mal d'options et de pas mal de solutions. Alors je ne dis pas que la solution est toute trouvée et que je ne comprends pas Francesco Farioli. Je pense que c'est compliqué en fait de faire jouer, d'arriver par leur statut, leur expérience, tout ça, à trouver la bonne formule entre Gaëtan Laborde et Terem Moffi. Mais à droite, là, je trouve que ces dernières semaines, et notamment jusqu'au but de Abdelhamid, heu, vu qu'on joue en transition, que Reims, c'est quand même une équipe qui laisse beaucoup d'espace, je pense qu'il a beaucoup facilité notre travail aussi et le fait qu'on ait pu marquer 2 buts. Un joueur comme Aliou Baldé, on l'a pas vu, encore. Alors OK, il est jeune, il a pas le statut même d'un Evan Guessant qui est rentré en fin de match et qui est devant lui dans la hiérarchie pour plein de raisons, notamment footballistiques, hein, donc il y a pas de souci, mais on ne l'a encore pas vu et je suis un peu perplexe de me dire, en fait, là, au mercato, alors on sait que des rumeurs et on ne sait pas si on va signer quelqu'un. Pour l'instant, les rumeurs que tu as pour le mercato, c'est encore un ailier droit. Je te dis: «Mais» donc en fait, tu ne sais déjà pas ce que tu vas faire de Laborde et de Moffi en cohabitation. OK, il y a la CAN, peut-être que Moffi partira, enfin bref. Tu ne sais pas comment faire cohabiter les deux. Tu as un jeune du club, Evan Guessant, qui rentre, parfois en pointe, mais qui s'est aussi montré pas mal à l'aise sur le côté depuis le début de la saison. Tu as recruté Aliou Baldé, certes qui est jeune et qui pour une première saison en Ligue 1, voilà, n'a pas de statut garanti. Tu as Buonanni qui est blessé, mais c'est encore autre chose. Et tu vas peut-être rajouter encore un ailier droit par-dessus. Moi, je suis un peu perplexe au niveau gestion effective. Parce qu'après que tu te dises, il nous faut notre beau gars à droite. Oui, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on cherche depuis le début de la saison, bien entendu. Mais je trouve qu'en fait, là, tu es en train de t'empiler les problèmes sur ce poste d'ailier droit. Tu n'explores même pas toutes les solutions. Et je serais tenté de dire, oui, si après, au soir de la 17e journée, tu as testé 2 matchs ou 2 bouts de match à Aliou Baldé et que c'est pas meilleur, ouais, pose-toi la question au mercato. Mais en fait, j'ai l'impression que tu as jamais trop donné sa chance à Buonanni. Tu t'es entêté avec Laborde à un poste qui ne marchait pas. Là, tu découvres que Moffi, c'est pas trop mal. Et tu n'as toujours pas testé Baldé. Enfin, Disons que Baldé a été testé, c'est vrai, rarement, mais qu'à chaque fois qu'il a été testé, à Clermont et à Monaco, ça s'est plutôt bien passé. en plus, Buonanni, ça s'est bien passé. Enfin, je trouve, ça a oui, non, mais c'était plutôt je suis pas mal. d'accord avec toi en plus. Hein. Et Laborde jouit aussi du fait que la demi-saison qu'il fait sous Digard à ce poste-là, c'était plutôt bien passé aussi.
Maintenant, effectivement, je pense qu'il va y avoir un réajustement, mais dans ce style, Baldé aurait peut-être son mot à dire. Effectivement. Antoine, il y a une question de Danto qui te demande concernant voilà, ton ressentiment au sujet de l'activité défensive de Reims. Il y a eu un changement tactique au moment de l'heure de jeu, 65e minute de jeu, je crois. Au Euh, moment où Foucault a été remplacé. voilà. Mais du Pas coup, un qu'est-ce que débat. tu en as pensé? Ah, comme attendu, on savait que ça allait être difficile parce que sur Thomas Fouquet, on a beaucoup de réserves sur le joueur. C'est un joueur qui est là depuis maintenant, je crois, 2019. Il est quand même là quasiment depuis aussi longtemps que Younis, si c'était la même année. Donc c'est un joueur qui a un peu d'expérience dans cet effectif. Il en a connu, on va dire, des entraîneurs. Mais là, on commence à sentir qu'on est un peu sur une fin de cycle avec lui. C'est un joueur qui propose, qui a un bon petit niveau, mais on va dire aujourd'hui le niveau est tel au Stade de Reims qu'il a tellement augmenté qu'aujourd'hui il se retrouve pas mal en concurrence et qu'aujourd'hui tout simplement il ne rentre plus dans ce système, il n'a plus forcément le niveau. Donc sur l'animation défensive, déjà offensive, c'était pas dingue comme je vous l'ai dit. Alors défensivement, il se fait souvent submerger. C'est passé, je pense, beaucoup du côté droit, mais j'ai pas forcément les statistiques. Enfin, côté droit rémois, donc côté gauche niçois. Donc à ce niveau-là, on va dire, on a pas mal encaissé, j'ai l'impression, de ce niveau-là. De l'autre côté, on va dire que ça a été un petit peu la même si là on avait plutôt Thibaut de Smer. On a senti quand même en tout cas les Niçois avaient pas mal passé sur ce niveau-là, beaucoup de centres qui sont venus de ce côté-là comme ce que j'avais pu entendre, mais qui n'avait pas forcément abouti. On a vu qu'on avait quand même pas mal de difficultés là. Seul point peut-être convaincant, on va dire, c'était la colonne vertébrale, même si Younis n'est peut-être pas exemple de tout reproche sur le premier but où il remet le ballon de la tête dans l'axe. Donc bon, à ce niveau-là, c'est pas non plus exemple de tout reproche, même s'il a été élu joueur du match côté rémois. Donc voilà. Que dire de plus Ouais, sinon on a une plutôt bonne colonne vertébrale. En tout cas, si on veut faire un peu un point depuis le début de la saison, que ce soit Okumu, Abdelhamid ou Agbadou, que j'allais oublier évidemment. Ces trois-là font une plutôt bonne colonne vertébrale et c'est pour ça aujourd'hui que Reims joue de plus en plus à 5 parce qu'on va dire on dépend peut-être moins des latéraux, c'est souvent peut-être aussi quelques centraux qui vont faire des décages sur les côtés. Donc à ce niveau-là, rien d'inattendu, mais on savait que les côtés allaient être un problème aujourd'hui et encore une fois ça s'est révélé. Wiltshire a parlé des erreurs individuelles sur notamment le deuxième but encaissé par le portier rémois. Lorsqu'on voit aussi la frappe d'Ito sur la barre, ça s'est joué à quelques centimètres Comme souvent. contre nous. Neuvième montant, enfin du coup pour Nice, on est deuxième au classement derrière Toulouse Football Club dans ce classement honorifique. Euh, Ça s'est joué à quelques détails pour toi. Est-ce que c'est des erreurs qui se reproduisent de semaine en semaine ou tu as trouvé qu'il y avait une certaine fébrilité? On pense aussi à l'action où Laborde récupère le ballon dans les 6 mètres et croise un peu trop sa frappe. Enfin, il y a eu quand même des erreurs. Il y a eu des frayeurs. Ouais. Rémoise, même sur la fin de match, sur les 5 dernières minutes, quand Guessant est rentré, j'avais l'impression que le match était comme balancé en fait par certains, du moins, ça m'a étonné. Bah, de toute façon, c'était un peu la fiesta en fin de match. Quand on a vu les débordements, les embrouilles et tout, on s'est dit que c'était vraiment la fiesta, que ça allait être pris de carton jaune. Donc heureusement, on est un petit peu passé au travers de tout ça. De toute façon, à Reims, c'est un problème qu'on a essayé de corriger à ce mercato, c'était que Reims devait avoir un banc de touche convenable. Parce que l'année dernière, on va dire, quand Oscar Garcia ou même Will Steele par la suite dépendait à peine que de allez, 10, non, comment je veux dire, de son 11 de départ plus 3 joueurs, on va dire que ça suffisait pas. Il n'y avait pas forcément d'immense profondeur derrière cela. Cette année, on a essayé de renforcer, mais mine de rien, on voit que finalement, offensivement, on a encore beaucoup de paris. Amin Salama a encore fait une rentrée désastreuse, lui qui était à Angers la saison dernière, qu'on a recruté cet été. Amin Salama a passé complètement au travers des gouttes, alors que Reda Kadra, qu'on allait chercher à Brighton, a fait une plutôt bonne entrée, on va dire, sur ce côté gauche. Il a pas mal dynamisé, on va dire, l'équipe, notamment sur la fin de match, même si on a senti qu'en fin de match, tout le monde était lâché, qu'il n'y avait plus forcément vraiment de consignes. C'était à celui qui aurait pu faire le mieux qu'il pouvait avec le ballon, tout simplement. Et puis, c'est à dire ça qu'on ressent, comme tu le dis, aussi l'efficacité. Encore un montant trouvé. On a l'impression que Reims, on est plutôt garni cette année en ayant trouvé quand même pas mal de montants sur des occasions clés. C'est dommage que cette frappe d'Ito, effectivement, ne rentre pas, parce qu'en plus, je crois que c'est en première période, peut-être deuxième. Je ne me rappelle plus du moment, mais en Deuxième. tout cas. Deuxième, oui, puisque j'ai souvenir que c'était vers la droite, en effet. Donc encore à ce moment-là, on sent que le match peut peut-être pencher. Si Ito la met, surtout que c'est dans la foulée, je crois justement que Nice met le sien. J'ai plus forcément le timing, mais
je sais que c'est très rapproché, donc on sent que souvent c'est une succession d'événements comme ça. Quand tu rates une opportunité, que tu la mets sur la barre et derrière que tu as Gaëtan Laborde qui te met une frappe pareille, bon, à un moment tu te dis il ne peut y avoir que de la résilience parmi certains. Bon, fort heureusement, comment dire, il y a eu un sursaut d'orgueil. On a senti que l'équipe a joué pas mal à réaction, comme ça peut être le cas l'année dernière, même si on essaie de s'en échapper cette année. Puis tout simplement, défensivement, ouais, il y a eu pas mal aussi d'erreurs. Quand je vois les relances de Diouf, à un moment, Badou qui perd un ballon tout con et que derrière, ça a failli faire un but pour Nice. Heureusement, je crois que c'est peut-être Mofi à ce moment-là qui la rate, mais ouais, ça a été vraiment friable à l'arrière. On a senti que, comparé à Strasbourg, il n'y avait pas forcément de libération dans le jeu. On a senti que ça jouait pas le cœur ouvert, qu'on a senti vraiment qu'il y avait plus de la crispation qu'autre chose. Et forcément, ça s'est ressenti et ça a failli payer cash. Vraiment, c'est un match qui aurait pu basculer dans les deux sens. Même s'il y a bien plus d'opportunités de scénarios où je vois que c'est Nice qui aurait pu bien faire le large, tant les Rémois, ne serait-ce déjà que dans la construction des actions, avaient de grandes difficultés. Et forcément, ça n'aide pas. Niveau de la crispation dont tu parles, tu as trouvé que Nice vous a mis sous pression ou que c'est plus une défaillance individuelle et collective de Reims qui était juste un peu moins dans son match peut-être, qui était un peu plus en méforme? J'ai pas forcément senti une grande domination de Nice. Alors oui, sur la possession, sur les opportunités, notamment dans la première demi-heure, ça s'est fait sentir. Mais j'ai pas trouvé que Nice avait été si dangereux que ça, à part quand c'est Reims qui commençait à tendre le bâton, notamment Ok. sur les relances et autres. Vraiment, j'ai pas senti forcément une équipe qui allait forcément prendre un, que c'était forcément irrémédiable, que forcément Reims allait être mené en allant au vestiaire. Non, j'ai senti vraiment de la domination, comme si on avait souhaité laisser le ballon et que derrière on souhaitait tout simplement jouer en contre-attaque, ce qui se faisait déjà sous l'ère David Dion il y a maintenant 2 saisons. Donc bon, à ce niveau-là, je me suis dit pourquoi pas, peut-être un clin d'œil. Et puis on va dire dans les grosses oppositions face à Paris et Monaco, on était un petit peu dans le même degré, dans le même sentiment. Donc à ce niveau-là, rien d'étonnant. Ce qui m'a par contre peut-être un peu plus étonné derrière, c'était un petit peu le regain qu'il y a eu en seconde période. On a senti que là, Nice avait été davantage chamboulé, mais que justement, dans la difficulté, les Aiglons ont été bien meilleurs. Ils ont été, je trouve, un peu plus lucides, en tout cas sur leur contre-attaque. On a senti que ça se rapprochait davantage des cages. On a senti notamment Yvan Diouf qui, en avis, s'est rendu un peu fébrile là-dessus, mais à sa décharge, il n'a pas forcément eu énormément de ballons non plus à reprendre. On a senti forcément qu'il n'a pas trop été mis à la sollicitation et que sur les rares fois, forcément, il a été un petit peu plus en difficulté. Donc non, davantage une accélération du jeu en seconde période, mais la première, on va dire, la domination était plutôt fébrile de mon regard que j'avais. Le deuxième buteur aussi, c'est Jérémy Boga. Alors, Prime a dit qu'il avait rapporté 8 points en tout pour l'OGC Nice. Son but à Monaco, le premier contre le stade de Rennais. Et là, donc, ce but contre Reims qui permet donc de faire gagner 8 points à son équipe. Et puis sa galette pour Guessant, on peut la compter aussi, hein. Mm. Ça fait presque un but. Franchement, il la dépose, hein. Contre Marseille, Ah oui, excuse-moi, 88e, un truc comme ça. Oui, effectivement. Mais le point sur lequel je voudrais vous amener, les gars, c'est ces deux buts, on l'a dit, qui sont en dehors de la surface. Alors, il y a de la réussite sur le deuxième but, mais le détonateur aussi en deuxième mi-temps, du moins de mémoire, celui qui a frappé le premier de loin, et c'est assez peu commun, c'est Pablo Rosario. Pablo Rosario qui a tenté une frappe de loin. Alors, je ne vous cache pas qu'à titre personnel, j'étais ravi de voir un tir de loin parce que c'est pas faute de le réclamer semaine après semaine, un peu de spontanéité, un peu de variation. Mais alors de voir Pablo Rosario l'a tenter, eh bien, ça fait plaisir. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais ouais, c'est ce symbole aussi. Alors, tu en parlais, Sky, l'espèce de dépendance aussi qu'on a envers le profil du joueur qui est Jérémy Boga, mais aussi, eh bien, oui, le manque de spontanéité offensive. Ça encourage justement peut-être à se débloquer. Quand je pense à un match aussi, à celui de Morgan Sanson, qui paraissait beaucoup plus libéré, beaucoup plus juste techniquement. Est-ce que c'est pas ça aussi euh, le travail autour d'une animation offensive, c'est eh bien de tenter tout simplement, quoi. Quitte à tirer au troisième anneau, comme tu le disais, Matt, on tente et puis ça rentre, tant mieux. Si ça rentre pas, tant pis, quoi. Je pense qu'on a été très scolaire depuis le début de la saison et c'est même pas un reproche, c'est que je pense qu'on avait beaucoup de nouvelles choses à assimiler.
visiblement assimilé à vitesse éclair vu notre position au classement, mais les joueurs en parlaient. Jean-Claire Todibo, je crois me souvenir, en parlait en début de saison en disant, voilà, il y a vraiment des choses très différentes avec Francesco Farioli, il faut le temps de les assimiler et tout. Donc je pense qu'on a essayé d'être très appliqué et du coup, la créativité en attaque on a un peu, on a malheureusement un peu souffert. Donc effectivement, je pense qu'il y avait un manque de spontanéité. Bon, c'est historique à l'OGC Nice aussi, de toute façon, ça date pas de cette saison, mais admettons. Euh, Là où moi j'ai été content et enfin, tu as eu la réflexion parfaite en fait à la mi-temps sur ton compte X. C'est quel dommage d'avoir un joueur comme Jérémy Boga qui systématiquement, quand il est en réussite, comme il était sur ce match-là, se retrouve aux avant-postes dans une position où il peut tenter une frappe de l'extérieur de la surface et il ne le fait pas. Donc, du coup, il le fait en fin de match, ça fait but fort heureusement. Je pense qu'en fait, on a été trop scolaire depuis le début de la saison et on a un peu oublié que on pourrait bénéficier un peu plus si tout le monde faisait un peu de dépassement de fonction. On a Hicham Bouda qui a mis 2 buts comme ça à l'automne. On a Morgan Sanson qui fait sa deuxième passe décisive et un super match sur cette rencontre-là. Jérémy Boga qui, du coup, cette fois prend l'initiative de la frappe. Il y a plein d'exemples. Il y a Dante qui s'amuse à faire des talonnades à 30 mètres des buts adverses aussi. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment commencer à réfléchir en dépassement de fonction. Peut-être que ça nous coûtera des fois peut-être des buts parce qu'on sera moins impliqué en défense. Peut-être que du coup, de s'être débarrassé de cette obsession du record d'invincibilité, tout ça, ça va peut-être un peu nous forcer à essayer de provoquer un peu plus notre chance. Mais moi, ce que j'ai envie de retenir de ce match, qu'on pouvait déjà retenir de Nantes, mais malheureusement, on est tombé sur le match de la vie d'Alban Lafont, c'est qu'en fait, on a la qualité technique pour provoquer un peu plus, pour que chacun en fasse un peu plus. Et bizarrement, quand tu provoques ta réussite, souvent ça va au fond. Ça ne sera pas systématique, mais là, la preuve, on a la réussite avec une barre rentrante et une faute de main du gardien adverse. Et si on les avait pas tentés, s'il aborde comme il avait cherché Mofi, comme il a fait toute la première période, il n'y aurait pas eu cette frappe. Si Boga avait essayé de jouer dans les petits espaces et avait conservé le ballon, il n'aurait pas provoqué cette faute de main. Donc, moi, je suis content de me dire que peut-être maintenant qu'on est débarrassé de la série d'invincibilité, ou peut-être que maintenant les fondamentaux du fariolisme sont vraiment acquis, on va tenter de se dépasser, de se transcender un peu plus. Et je pense qu'on a les individualités pour faire la différence. Et juste, rien à voir, mais puisqu'on parlait, tu disais en début d'émission, la dernière fois qu'on a mis deux buts de l'extérieur de la surface, est-ce que ça serait pas Bilou face à Ajaccio la saison dernière? Possible. Possible. Effectivement. Tu Beaucoup le plus long et rappelles. beaucoup plus beau, Tu rappelles l'existence de Bilal Brahimi. aux auditeurs l'existence de Bilal Brahimi, qui apparemment passe un prêt assez mitigé du côté du Stade brestois, assez différent de la dynamique actuelle. Mais oui, effectivement, ça doit être ce bon vieux Brahimi. Matt, on réclamait justement ce déséquilibre offensif. Est-ce que tu rejoins Sky sur le fait d'une phase un peu d'absorption scolaire, on va dire, des principes du fariolisme, et là, il y a une volonté aussi de libération au détriment aussi d'une certaine solidité défensive, parce que mine de rien, on est sur 2 matchs consécutifs à prendre un but. Alors on est toujours meilleure défense statistiquement du classement, mais quand même, alors que c'était l'une de nos principales forces, on a pris un but. Alors, on peut revenir sur ce but, le contexte, le fait que Dante ne soit pas dans l'action. Bon, quoi qu'il en soit, il y avait un surnombre. Et puis Abdelhamid versus Lotomba, jeu aérien, pas de surprise, le but est beau, il n'y a rien à dire. Mais Matt, ouais, justement, deuxième phase un peu, version 2 du fariolisme pour toi, ou c'est encore un peu trop prématuré une semaine après ce match compliqué à Nantes? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je pense que c'est encore prématuré de dire que c'est de la phase 2. Je pense, je sais pas, j'ai peut-être l'impression que les joueurs étaient un peu plus décomplexés aussi. C'est bête, mais le poids du record, je pense, devait quand même un peu jouer dans les têtes, même si c'était peut-être inconscient. Mais en fait, on a revu des choses, des préludes du faulisme. Moi, je posais la question au niveau d'un peu peut-être de l'impact de Nice sur l'équipe rémoise, parce que moi, j'ai retrouvé un pressing à la perte hyper efficace.
On a retrouvé Todibo, Dante qui presse dans les 30 mètres adverses. On a retrouvé Youssouf qui est en train de manger la ligne des 6 mètres du gardien sur le dégagement. C'est plein de petits signes comme ça qu'en fait tous les joueurs avaient perdu à part Melvin Barr, qui de toute façon j'ai l'impression n'est pas doté d'inhibition, donc il s'en bat les couilles, il joue. Mais le reste, on a senti qu'il y avait quand même une petite mise en dedans et tout. Et c'est con, mais voilà, c'est un joueur qui a pas lâché, qui a donné l'exemple. Quand tu as des Dante qui donnent l'exemple, quand tu as la première seconde du match, Boga il tente une virgule longue ligne, ça met en confiance aussi. C'est plein de petits trucs comme ça. Donc je pense que ouais, on peut dire qu'on va entrer dans une phase de du fariolisme. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ce qu'on ait vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous a juste rappelé que c'était possible, que le fariolisme, c'était pas juste être complètement imperméable, qu'il y avait autre chose dans, dans son aspect tactique. Ça m'a fait beaucoup rire. L'avant-match, ils ont dit ça va être tous derrière, ça va tout fermer Farioli. On n'a pas quitté les 50 mètres et moi j'ai l'impression pendant la mi-temps. On a 2-3 moments où t'es un peu en défense, mais sinon on a passé toute notre vie dans leur moitié de terrain. Et voilà, on retrouve des choses qu'on avait un peu vu disparaître. Donc voilà, ça prend, ça prend. On a vu des qualités de résilience, des qualités combatives, des qualités de contre-attaque. Maintenant, il va falloir réussir à tout voir dans le même match. Et ce jour-là, je pense qu'on aura vu la phase peut-être finale du fariolisme, en tout cas avec l'effectif actuel. On en est Est-ce que tu très n'as pas loin, je pense. l'impression que les intentions sont différentes? Je suis d'accord avec toi que concrètement, ce qu'on a vu est pas fondamentalement différent. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que dans les intentions, dans les comportements, et comme tu disais, Boga dès la première minute, comme disait Pancho, les frappes de loin peut-être un peu plus tentées. Est-ce que tu n'as pas l'impression, enfin, je pense qu'au final, on dit à peu près la même chose, qu'il y a aussi des inhibitions qui ont été levées avec la première défaite, et je pense qu'on essaye de jouer un peu plus crânement notre jeu, et que ça a juste payé cette fois davantage que face à Nantes. Mais Ouais, j'ai surtout l'impression que justement les 3 derniers matchs avant celui-ci, on n'a pas joué notre jeu. J'ai plus l'impression que là, on est sur un retour à une recette qui fonctionnait plutôt bien, à savoir un bloc haut, une forme de domination, de maîtrise technique sur le match. Et oui, effectivement, je pense que défensivement, le fait d'avoir perdu, le fait de prendre plus de buts, même si tout est relatif, eh bien, bah, ça te force aussi peut-être un peu plus à te découvrir et avoir un peu plus de déséquilibre dans ton équipe. Même si effectivement on a peu concédé, quand même, tu encaisses un but contre Nantes, tu encaisses un but contre Reims, mais, mais effectivement c'est plutôt intéressant de, de voir que eh bien, peut-être on va arriver à trouver un équilibre autant défensivement qu'offensivement. Alric nous demande, Antoine, tu es concerné aussi par cette question-là, pour vous, y a-t-il faute sur l'action de l'égalisation d'Abdelhamid sur Dante? Mais il s'est pas mal tout seul, non? C'est parce qu'elle dit Prime dans un premier temps. Après, moi, je ne m'y suis pas attardé. J'ai plus l'image en tête, donc je peux pas répondre à cette question. Ce que dit Prime après, mais moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un duel, il y a un contact, mais bon, je le vois du stade, donc c'est un peu compliqué à vitesse réelle et dans l'ambiance, mais alors peut-être que Dante se fait mal tout seul, mais bon, c'est quand même pas trop le genre du garçon, et c'est pas trop le genre du garçon d'en rajouter. Il reste longtemps au sol. Je suis un peu, voilà, à voir sous différents angles en tout cas, mais apparemment ça n'a pas été un sujet pour l'arbitre. Je suis même pas sûr qu'il y ait eu la VAR qui ait été consultée en fait, contrairement à notre but où ça a été consulté 17 fois. Mais bon. moi Ouais. je sais pas, je suis vraiment pas, j'ai rien vu de marquant. Je l'ai pas revu 100 fois non plus. Je me suis pas refait le replay derrière, mais rien vu de marquant. Pour moi, le but surtout, on le prend dans les 30 mètres adverses quand on laisse littéralement toute la ligne de défense de Reims partir à la contre-attaque. Lunaire, personne en opposition, rien, les portes grandes ouvertes, allez-y. Donc, ouais, je n'ai même pas envie d'incriminer une potentielle faute d'arbitrage. On n'a pas joué l'action, puni immédiatement. Bah, tu sais quoi, c'est une bonne leçon qu'on s'est prise. Une bonne piqûre de rappel, comme on dit. Il n'a pas l'air d'avoir grand-chose. On n'a pas avoir vu les images. Bon, visiblement, c'est dans la course de Reda Cadran. Une fois qu'il a fait sa passe, il passe dans le dos. Et puis, visiblement, il a l'air de tomber au moment où il passe. Bon, il n'y a pas forcément eu 15 milliards de replays, mais bon. J'ai eu très très peur quand je l'ai vu se tenir le genou par contre. Oui. Je vous cache pas que ça m'a rappelé de très mauvais souvenirs. Je me permets de relancer d'une question sur le deuxième but. La VAR check quoi pendant 17 ans? Ah, visiblement,
l'intervention de Lotomba où il craignait peut-être une main ou que le ballon soit contré. Enfin, moi, sur le replay, je vois que ça qui est litigieux au final. C'est Lotomba du coup qui contre la relance rémoise et qui va le corps en avant. Donc je me demandais, est-ce que. Moi, Ah, pendant un moment, vas-y Antoine. j'ai même pas fait gaffe qu'elle était contrée la balle. Moi, non, pour moi, j'ai l'impression que si jamais elle est déviée, de toute façon, c'est collé au corps, hein. Si jamais ça devait être dévié de la main ou quoi, j'ai même pas fait attention que ça avait été dévié le ballon pour dire. Parce que ça a été longuement checké, donc c'est qu'il y avait un truc quand même à regarder plusieurs fois. Donc, C'était checké plus longuement que Delamide, donc c'est vrai que c'est un peu étonnant surtout. Donc, C'est l'action de jeu, j'ai l'impression, je sais pas si c'est Dante ou Mofi qui la joue presque sur la ligne, qui va presque la jouer, qui fait action de jeu ou non. Moi, au début, Ah, c'est pour c'est le le hors-jeu, premier d'accord. sentiment que j'ai. C'est le premier sentiment que j'ai eu, mais après, ça parle de main et tout, donc je sais pas les infos qu'il y avait Prime ou ce qui s'est dit dans le camion noir, mais Je pense qu'ils ont fait plusieurs visionnages pour comparer la boulette de Diouf avec celle de Yoann Pelé contre Cyprien en 2016. Pour savoir laquelle est la pire. Je pense que c'est Le après Diouf est pire. Ouais, Voilà, franchement, clairement, franchement, c'est celle-là, le- ça me- clairement surtout le pire. moment. Surtout le moment. Bon, après, on est habitué avec Diouf. C'est un joueur qui peut être bon, mais qui a il est inconstant. Il n'est pas régulier. Hmm. Preuve en est aujourd'hui, match contre Strasbourg, il nous sauve peut-être 2-3 occasions. Là, aujourd'hui, Ouais. j'ai pas l'impression qu'il nous a sauvé beaucoup. Bah, il coûte ce deuxième but et la victoire qui s'ensuit. Mais si on a parlé de la ligne d'attaque, on a parlé du... Oui, vas-y Antoine. Le nul, pas la victoire. Oui, c'est vrai, le nul, effectivement. Effectivement. On a parlé de la ligne d'attaque. J'aimerais qu'on parle quand même de Morgan Sanson rapidement, peut-être pour avoir votre ressenti sur son match. Parce que, je l'ai trouvé plutôt pertinent à son avantage. Un peu plus libéré aussi. Il a conscience, du moins c'est ce qui a été sorti en conférence de presse d'avant-match, d'un besoin aussi d'avoir des performances un peu plus régulières, un peu plus consistantes. Matt, toi, sur ton visionnage de cet après-midi, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance ? Et est-ce que pour toi, le choix aussi d'Annie Rosario à côté de Youssouf, ça va aussi dans, J'allais y venir. dans sa performance qui a été plutôt à son avantage? J'allais y venir. Souvent, c'est le deuxième défensif parmi les 3 milieux de terrain. Quand il y a Youssouf, c'est lui qui a le deuxième rôle défensif parce qu'on confie au troisième un peu plus ce profil offensif, que ce soit Thuram ou quand ça a été Boudaoui, un peu plus ce rôle, on va dire, créateur. Là, avec Rosario, pas de débat. Tu fermes le côté, derrière, tu as Melvin Barr, c'est cadenas. Hein, cette année, Melvin Barr, ça bouge pas. Donc je pense qu'il a aussi peut-être joué un peu plus avec moins de responsabilités défensives, Sanson. Au-delà de ça, je l'ai trouvé moins paralysé dans les 30 mètres adverses. On n'a pas eu cette classique action de Sanson cette année. Très bon mouvement initié. Il arrive dans les 30 mètres, il lève la tête, il fait des petits pas, il marche sur le ballon, il perd le ballon, il se fait revenir dessus. Enfin, on a l'impression qu'il avait des idées, qu'il savait ce qu'il voulait faire, qu'il était dans le rythme. Moi, j'ai trouvé qu'il jouait avec le bon tempo et qu'il avait peut-être juste le coffre, en fait, que lui libérait peut-être son délestage défensif pour mener à bien les actions qu'il voulait mener. Je pense que physiquement, il s'est senti à l'aise et que ça a bien marché. Donc un peu plus de cette version-là de Sanson, s'il vous plaît. Je pense que ça fait beaucoup de bien à l'équipe. Et même à Boga, comme par hasard. Voilà, il a un milieu de terrain qui fait bien le taf de son côté. Boga passe un bon match. Il n'y a pas de secret. Sans son performance, Kai, Boudaoui sur le banc, Thuram absent. Quelle est la lecture un peu de ça, genre, Je suis au regret de ne pas être tout à fait d'accord avec Matt. Pourtant, c'est quelqu'un de qualité, hein, il aime les mêmes joueurs que moi. Mais non, au-delà de la blague, je suis pas tant sûr que ce soit la titularisation de Rosario au milieu de terrain qui explique tout. Alors, en partie, forcément, parce que c'est sûr que la vie à côté de Pablo Rosario et la vie à côté de Kefren Turam, on te demande pas la même chose. Ça, voilà, Et le je le retour de rejoins. Youssouf pour toi? Voilà, le retour du aussi, je dirais, je vais continuer en fait ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression que depuis 3 semaines, et bah, le match où il fait la première passe décisive face à Toulouse, notamment, je pense qu'il a pris conscience que on attendait de lui aussi qu'il participe à ce jeu offensif et on attendait qu'il dépasse
son seul rôle qu'il faisait très bien, hein, depuis le début de la saison, de travailleur de l'ombre avec ce volume de jeu, cet abattage, autant technique que physique, mais au final trop discret qui pesait pas assez sur le collectif. Je trouve qu'il a davantage pris l'initiative. Alors tout n'est pas réussi, mais bon, en même temps quand tu tentes, c'est pas du 100 de réussite. Et vraiment moi là depuis 3 semaines, c'est exactement ce que je m'imaginais de Morgan Sanson quand il est arrivé. Ce qu'il nous avait montré en pré-saison, ce qu'il nous avait montré sur les premières journées. Je sais pas si vous vous souvenez, quand il arrive entre la pré-saison et les 2 premiers matchs, on se dit: «Ah ouais d'accord, on a fait une super OP au prix où on le paye», déjà c'est un des rares joueurs quand il signe à Nice qui fait l'unanimité. Je pense que j'ai quasiment jamais vu ça de mémoire de supporters niçois, de dire il arrive, tout le monde dit: «Ah ouais super coup pour pas cher et tout». Et je vais même aller plus loin. Allez, je vais être volontairement provoque, parce que j'ai été sage dans l'émission jusque-là, globalement. Moi, là, ce que je vois de Sanson ces 3 dernières semaines, c'est ce que je n'ai malheureusement jamais vu Aaron Ramsey faire l'année dernière. Bah déjà, c'est Alric qui disait dans le chat qu'il a plus staté que Ramsey sur toute la saison dernière, pour l'instant. Voilà, Avec ses 2 Ramsey, moi, passes. je veux bien. Il est élégant, il a un super Oui, mais sourire. c'est monsieur 5 Quand sur 10, quoi. quand il faisait de la merde à 20 mètres de la surface, il était très très content, il avait la banane, il tombait sur le terrain, genre oh les gars, regardez, j'ai couru et j'ai fait de la merde, mais je suis Aaron Ramsey, achetez mes maillots. Mais voilà, bah en fait, Morgan Sanson, il a exactement le même rôle là sur les dernières semaines qu'avait Aaron Ramsey, Mais notamment avec une sur la saveur deuxième. méditerranéenne, Sky. Voilà, mais déjà C'est il y a ça la l'identité différence. méditerranéenne chez Flo Ghisolfi, celle-là, on l'aime bien, mais en plus, il a la réussite et voilà, on était tous convaincus le jour où il a signé que Morgan Sanson à Nice, c'était une super idée, c'est ce qui nous manquait. Au début, on en était convaincus. Il y a eu un petit creux de la vague. Et là, sur les 3 dernières semaines, au-delà des stats, c'est exactement ce qu'on a envie de le voir faire. Alors après, voilà, peut-être qu'il marquera pas beaucoup de buts. Peut-être que quand il fera une passe clé, ce sera croqué par un de nos numéros 9. Mais en fait, c'est le boulot de l'ombre, il continue à le faire, mais en plus de ça, on le voit influent aux 30 mètres. Et c'est ce qui manquait en fait sur les 3 premiers mois de compétition. Et ça y est, on le voit. Et du coup, je suis super content. Voilà. Ça arrive des fois, mais je suis super content. On est content maintenant. La question, et j'ai hâte de voir un peu les mouvements qu'il va y avoir lors de ce mercato-là, parce que je persiste quand même à croire qu'il nous manque quand même ce profil un peu plus créatif, un peu plus imprévisible, peut-être un peu plus offensif, qui viendrait s'incruster dans ce milieu de terrain-là, parce que effectivement, Sanson, on attendait ça depuis un certain temps. Maintenant, jusqu'à quand il va pouvoir nous proposer ce type de performance-là? Voilà, j'émets quand même quelques réserves, mais je t'accorde quand même le fait que depuis Toulouse, c'est quand même intéressant. On arrive. Pour moi, tu l'as déjà, hein, ce profil. Hein. Tu as déjà au moins Claude Maurice, avec plus ou moins de réussite, mais le profil, c'est lui et il est censé jouer à ce poste-là. Tu aurais même Sofiane Diop, le jour où on se décidera de le faire jouer dans un milieu et où lui se décidera à avoir les qualités de son talent mises à disposition ça fait mal de l'équipe. ça fait mal de le dire, mais je veux dire, au bout d'un moment, il faut être aussi. Bon, là on est sur un autre débat, mais d'un côté, effectivement, il faut se résoudre au fait que Diop est trop régulièrement blessé, malheureusement. Et Claude Maurice, bon, ça revient bien, mais est-ce que tu en fais réellement ton. Non, et je digresse en moins de 10 secondes. C'est le même problème qu'à droite. Moi, je veux bien entendre qu'ils aient pas le niveau, que ce soit pas exactement ce que tu attends au niveau ambition. Le problème, c'est que tant que les mecs sont là, à quoi ça te sert d'empiler un joueur de plus? À droite, tant que tu as Buonanni, Baldé, que tu sais pas quoi faire de Mofi ou de Laborde, tu vas vraiment rajouter un 5e mec dans l'équation. Moi, je suis partagé. Et au milieu de terrain, tu as déjà du mal à trouver la formule avec tes 4 titulaires, on va dire, qui sont Youssouf Boudaoui Thuram et Sanson. Tu as 2 joueurs qui sont en difficulté, que tu as du mal à rentabiliser avec ACM et avec Diop. Tu vas vraiment investir pour ajouter un joueur. Moi, tant mieux, hein, si tu ramènes un mec qui nous emmène en Ligue des Champions Le truc, c'est que. plus la Coupe de France. Mais tant que les mecs sont là, soit tu leur trouves une porte de sortie, soit tu compliques la perspective de les voir sortir l'été prochain. Enfin, On aura l'occasion, je pense, d'en reparler, mais il faut aussi penser à autre chose, c'est que dans 6 mois, tu risques de perdre Kefren Thuram.
Et Mm. ça, si tu as le luxe et la possibilité de venir garnir ce milieu-là, alors Alric parle d'un profil à la Mika Seri, quelque chose alors c'est vrai que c'est peut-être pas aussi offensif que je l'aurais imaginé, mais un profil un peu plus technique, un peu plus créatif, qui pourrait apporter un profil différent dans ce milieu de terrain-là. Willan Cyprien Prime, par exemple, mais Oui, oui, mais il jouait pas la version 2. Par avec, contre, vraiment. avec Cosiello et Mika Siri. Antoine, on arrive au dernier, à la dernière partie de l'émission, la plaidoirie. Alors, tu veux plaider pour ou contre qui? Du moins, quel est ton dossier? Quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué dans l'émission, une performance, une contre-performance, foot, hors foot, les 60 Rémois qui ont pu se déplacer à l'Alliance Riviera. Je Finalement. pense que malgré la défaite de Reims, eh bien, c'était peut-être déjà une petite victoire pour le foot, surtout. Ouais, c'était une victoire, on va dire, pour le foot. Merci à l'Association nationale des supporters qui a fait leur travail vendredi, quand même, pour, on va dire, déroger un petit peu à cet arrêté qui était quand même un petit peu abusé, il faut dire. Je comprends qu'il faut prendre des mesures suite à ce qui s'est passé à Nantes, mais faire une sanction collective pour des supporters qui n'ont quasiment rien à se reprocher et qui, en plus, petit à petit, sont de plus en plus nombreux à Reims, parce que quand même, l'année dernière, à mon avis, je pense que pour un même déplacement, il doit y avoir 30 mois. Cette année, il y en a 70. Je pense que l'année prochaine, il peut y en avoir une centaine. Le parcage à Lens est rempli en 2 heures, je crois. Réservé aux abonnés, sachant que ça nous a un peu tous mis sur le cul. Moi, le premier, je n'ai même pas pu avoir ma place, comme l'année dernière. Donc, bon, on regardera le match depuis la télé si d'ici là, ce n'est pas non plus interdit. Mais en tout cas, on sent que du côté rémois, ça, c'est là-dessus que je dois te faire un plaidoirie, c'est que vraiment, on sent que depuis l'arrivée de Will Steele, qu'il y a vraiment un projet qui est en train de se construire. On a l'impression que le public rémois a enfin de la patience, qui ne siffle plus pour rien, qui fait davantage de bruit, qui pousse. On a plus de monde, de plus en plus de monde qui vient au stade, match après match. On a de moins en moins, notamment de footix pour les grandes rencontres. Et là-dessus, on va dire qu'il y a un homme, on va dire, assez charismatique qui est derrière tout ça. Bah, c'est Will Steele. Will Steele qui arrive à ramener, on va dire, des foules au stade. Et même en dehors, on a l'impression que maintenant, à chaque déplacement, qu'il y aura toujours au moins, je sais pas, un minibus de Rémois qui sera forcément là en déplacement, qui aura toujours au moins 20-30 personnes. Et ça, c'est déjà très louable, surtout que Nice, c'est pas la porte d'à côté, qu'avec tout ce qui s'est passé en début de week-end, c'était loin d'être gagné non plus, qu'au vu peut-être de la série des résultats, ça aurait pu en dissuader certains, mais bon, il faut dire que ça n'a pas empêché Anne et moi d'être là à Nice et qui seront aussi plus d'un millier à Lens samedi prochain. Très bien. Sky, ton sujet ou tes mini-sujets par rapport aux performances, par rapport à quelque chose qu'on n'a pas évoqué dans l'émission. Bon, il y a quelque chose qu'on ne peut pas évoquer dans l'émission, donc je vais passer je vais passer là-dessus. Je me contenterai de dire, voilà, ça c'est fait. En J'ai hommage, bien oublié sûr, à les- Memphis Depay qui n'a jamais signé à l'OGC Nice. Exactement, Memphis, à jamais presque niçois. Bon. Non, voilà, ça à part, quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué. Non, je suis un peu. Tu peux laisser la main à Matt et puis revenir Ouais, après. je vais laisser la. Je peux vais essayer évoquer de la faire buvette, marcher mes hein, deux aussi. neurones. Et puis voilà. Ah, j'ai passé une patate chaude. Encore. Visiblement. On a Non, été ouais, complet ouais. dans l'émission, ça veut dire. Non, ouais, on a un peu C'est tout ça qui est bien. abordé. Je sais pas trop sur quoi mettre l'accent. J'ai parlé du pressing à la perte qui était que j'appelais de mes voeux parce que j'ai l'impression qu'il avait disparu depuis 3 matchs, mais bon, j'ai réussi à le glisser un peu tout le temps. J'en ai parlé pour Gaëtan Laborde, j'en ai parlé pour Dante Todibo. Les cheveux de Todibo, c'est le prochain retour que je souhaite à l'OGC Nice. C'est catastrophique Le là. flow est négatif, là, Ah Jean-Claire. ouais, non, c'est pas possible. Et c'est nous Euh, qui disons ça avec nos coupes de cheveux restrictives, en plus. oui, Mais non, bon, bah, enfin, non, mais c'est juste qu'il était quand même mieux avec des cheveux. ouais, Là, ça fait mal aux yeux quoi sur Et sur la l'écran. coupe Ça rend pas bien. de Terem Moffi qui J'adore. ressemble à Diaby Fadiga, ça choque personne. Merci. J'y ai pensé tout le match. Je me suis dit, vas-y, fais pas de blague sur l'ami Diaby et la montée. T'es relou, Sky et tout. Voilà. Merci, Pancho. Heureusement que tu es là. Outre les digressions capillaires, on va rester dans le domaine de la capillarité douteuse parce que je vais encore parler de Melvin Barr. Mais les matchs se suivent et les matchs se ressemblent pour Melvin Barr. J'aurais jamais imaginé ça. Pourtant, j'adore le joueur parce que gaucher, parce que vaillant. Mais, mais même là, face à Ito, je crois que c'était souvent Ito qui était dans sa zone. Bon, il a encore pas été ridicule. Ça a été le premier à aller au combat. Et en plus, il ajoute une nouvelle arme à son arsenal, c'est les courses de 30 mètres plein axe.
Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de Kefren Turam quand on a, quand on a Melvin Barr? Retenez-la, celle-là, retenez-la, elle peut faire mal. Non, plus sérieusement, je pense que ouais, la combativité de l'équipe, mais qui est incarnée par ce type, j'ai l'impression qu'on a souvent reproché à Dante sa tendresse, sa gentillesse, lui qui a toujours le sourire, un capitaine sympathique. Et avec ce Nice un peu plus guerrier depuis, depuis quelques saisons, on retrouve un Nice qui aime la bagarre. Je suis très content de la fin de match de n'importe quoi, mais dans laquelle ça n'a pas baissé les bras. On a vu combien de fois Nice, dès que l'adversaire met un peu d'intensité, met un peu de méchanceté, met un peu de rythme, se chier dessus littéralement. Là, ça s'est pas chié dessus. Ça a joué débridé, c'était Aura Football à les trois quarts du temps, mais c'est allé au combat, ça a défendu son territoire et ça s'est serré les coudes. Donc très content qu'on ait une équipe qui est prête à aller à la guerre ensemble. C'est le sentiment que ça m'a donné cette fin de match et content. Pour le coup, content, signal positif. Sky. Indépendamment des résultats, c'est vrai que c'est la première fois depuis bien des saisons qu'on a une équipe qui nous ressemble. Je trouve. Une équipe qui à la fois a un peu de talent, quand même, sinon elle serait pas là, mais qui a vraiment une combativité et des valeurs irréprochables. Voilà, Le j'en parle. sombrero, Sky, le sombrero de Barre sur Teddy Thomas. Désolé, je suis obligé d'intervenir. Alric Mais qui me Thomas, remémore ça dans le chat. Mais Tu peux. Thomas qui se Mais reprend non, derrière et vraiment, qui prend le ballon. moi là où je suis très content cette année, et c'est pour ça que vous m'entendez quand même beaucoup moins râler, c'est qu'en fait, au-delà des résultats, ben, on a enfin une équipe qui nous ressemble, on a des joueurs auxquels on peut s'attacher. Bon, il y a toujours eu Todibo. Moi, Barre, vous me connaissez, hein, mon manque total d'objectivité sur ce garçon, mais enfin, voilà, très content. Oui, du coup, je pensais à quelque chose, puisqu'on parlait un peu du mercato et du côté droit. Moi, je trouve que le match de Jordan Lotomba était quand même bien en deçà. C'est pas la première fois. Il nous avait habitués à des standards très élevés sur l'année civile 2023, où il a vraiment, vraiment fait d'excellents matchs. Et en fait, je me pose la question, sur ce couloir droit, ok, Pablo Rosario nous a courageusement dépanné ces dernières semaines. Mais entre le départ souhaité de Youssef Attal dans les prochaines semaines, Jordan Lotomba qui est quand même en deçà, qui est sujet de temps en temps à des blessures, et Antoine Mendy qui voilà, est porté disparu cette saison. Moi, je me pose un peu la question de ce poste de latéral droit où on avait l'impression qu'on était vraiment très garni et où au final, que ce soit en termes de qualité ou de quantité, je commence un peu à m'interroger. Il ne faudrait pas qu'il y ait une blessure longue durée de Jordan Lotomba, par exemple, parce que autant Rosario a fait l'intérim, on en est les premiers surpris et les premiers ravis. Autant si vraiment on veut aller jouer les places européennes, sans dire quelle Coupe d'Europe pour l'instant, mais si on veut jouer le plus haut possible au classement et préparer la suite, parce que Youssef Attal ne va pas rester, si jamais il reste après le mercato d'hiver, il sera en fin de contrat, il ne restera pas. Jordan Lotomba, on sait que chaque année, on n'est pas très content de lui, il n'est pas très content de nous par rapport à son statut. Ça m'étonnerait que ça reste. Antoine Mendy, s'il passe encore une saison blessé, ça m'étonnerait qu'on compte là-dessus. Est-ce qu'on ne serait pas inspiré de voir s'il n'y a pas des solutions? On sait que c'est difficile, et l'année dernière, on a eu la même discussion pour le poste de latéral gauche, mais est-ce qu'on, plutôt qu'un poste au poste d'ailier droit, est-ce qu'on ne s'interrogerait pas sur au poste de latéral droit, où pour moi, c'est pas l'assurance tout risque? Bah déjà, tu fais bien de souligner quelque chose. Attal suspendu pour les raisons qu'on connaît et Antoine Mendy n'était pas là aussi. Donc il n'y avait qu'un seul latéral droit de métier. Je ne suis pas forcément d'accord avec toi sur la lecture du match de Jordan Lotomba. Je ne l'ai pas trouvé fantastique, je ne l'ai pas trouvé mauvais non plus, mais je l'ai trouvé pertinent et il m'a rapidement fait comprendre ben, que c'était le seul latéral droit de métier. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est à quel moment Jordan Lotomba a été numéro 1 dans la hiérarchie lorsque Attal était à 100%? Jamais. Jamais. Et c'est Jamais. d'ailleurs pour ça qu'il veut partir à chaque fois, hein. Donc c'est-à-dire que... Et je le comprends. Non mais c'est aussi factuel. C'est-à-dire que l'année dernière, on vante aussi ses performances qui étaient bonnes. C'est vrai. Mais à chaque fois, il a profité des blessures de son candidat, de son rival au même poste. Donc voilà. Et je te rejoins sur un point. C'est qu'effectivement, on parle du poste d'ailier droit, j'ai parlé du poste de milieu de terrain créatif, etc. Mais l'urgence absolue, à l'instant T, c'est le poste de latéral droit.
On ne sait pas Sachant exactement. que tu peux ajouter qu'en plus, si jamais tu as un pépin en défense centrale, tu vas risque d'avoir besoin de Pablo Rosario. Et dans ce cas-là, vu que tu n'as personne quasiment derrière la charnière titulaire. Et du coup, ça va te. Voilà. J'ai oublié Tom Louchet dans la liste, qui peut dépanner à ce Oui. poste-là, qui n'est encore pas un spécialiste. Mais en fait, voilà, j'ai l'impression que tu n'as plus qu'un spécialiste qui est moins bon que ces derniers mois, même si très cohérent, comme tu l'as dit, et sujet aux blessures. Ça fait beau. Moi, je pense que ça fait beaucoup d'incertitudes quand même, mais après, je suis conscient qu'au mercato d'hiver, tu n'auras peut-être pas le candidat idéal. Et puis Et voilà. quand tu vois que Melvin Barr sort cette saison, et je ne pense pas que la présence de... Enfin, je pense justement que la présence de Romain Perrault y est pour beaucoup aussi. Bien Euh, sûr. tout l'intérêt aussi d'avoir une concurrence à droite. Je vais conclure sur une chose qui a été citée dans le chat. Euh, il y a quelque chose que j'adore et ça a été dit aussi par vous, messieurs. C'est l'esprit collectif, l'esprit de solidarité, le fait de vivre les matchs à fond. Effectivement, un match comme ça à la fin qui termine un peu d'une manière un peu folle, on ne sait pas exactement, ça peut basculer à droite et à gauche, il y a un peu d'animosité, etc. C'était tellement kiffant au stade, ce Et petit parfum de de soufre là, voir on était tellement contents. le staff, surtout à la fin, se serrer dans les bras, de vivre en fait le moment pleinement, et bien franchement, ça donne envie de les aimer, en fait, tout simplement. Ça Mhm. donne envie de les aimer, de les accompagner et de vivre cette saison à fond, parce que pour l'instant, eh bien, l'OGC Nice est second de Ligue 1. Alors, c'est vrai que ça, je pense, ça gêne certains observateurs, mais cet après-midi, je ne me suis pas emmerdé devant ma télévision. Je ne me suis pas ennuyé. Ce n'était pas un ennui mortel. C'était du kiff parce on a vu du football. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je l'ai dit et je l'ai dit après Marseille. Je vais le répéter. Pablo Rosario, merci pour ce match-là. Merci Pardon, d'exister, Pablo. pardon. Voilà, Zola a dit j'accuse. Moi, je m'excuse, Pablo, vraiment pour avoir douté de toi. Alors, ballon entre les pieds, c'est toujours la même peur, j'entends. Mais vraiment, je pense que la performance de Sanson dans le milieu de terrain, elle est aussi liée au fait on a eu un Pablo Rosario intéressant et la frappe qu'il fait en début de deuxième mi-temps, cette tentative qui passe au-dessus, hein, qui est peut-être anodine pour certains, eh bien, ça montre aussi qu'il y a une volonté peut-être d'être libéré offensivement. Du moins, c'est la lecture, c'est la lecture que j'en ai. Messieurs, on arrive à la fin de cette émission. 1h12 d'émission, 1h22 de live. Merci à tous les trois d'avoir été présents. Antoine, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au stade de Reims? Est-ce qu'une qualification européenne est envisageable? Est-ce que tu y crois? La Ah, Conférence c'est un League, rêve, ce serait c'est top. un rêve, on va dire, comme Reims avait pu avoir les tours préliminaires en 2020 avec la saison Covid. Vous vous rappelez un peu de cette saison où vous avez Oui, terminé juste oui, devant oui. nous, du coup, avec leur système de Désolé décompte pour plus vous avoir tard. volé la place, d'ailleurs, hein. C'était un scandale, mais bon. Bah, Et on n'en a bon, rien fait, d'ailleurs. on aurait pu se survoler aussi par Lyon, mais bon, heureusement, on a pu quand même des tours préliminaires et je pense qu'en phase de groupe, on aurait été laborieux parce que je crois que ça a été notre pire saison depuis la remontée facilement. C'était la fin de vie du cycle de David Guillon. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Reims? C'est certes une qualification européenne, de bons matchs, j'ai envie de dire. Être épargné par les blessures comme la saison dernière, ça, on y croit dur comme fer, parce que ça, on risque peut-être d'en avoir besoin. Pour le mercato, on risque pas d'avoir forcément de grandes folies, donc là-dessus, on peut rien souhaiter, mais peut-être juste une deuxième partie de saison. Très bien. Sky, merci pour ta venue. Si vous voulez prolonger le plaisir, si ce n'est pas déjà fait, écoutez le podcast d'Avantine Nissa sur toutes les plateformes. Et puis Matt, merci pour ta venue aussi. Avec plaisir, Pancho, tu sais. À bientôt, passez une très très bonne soirée. Merci aux personnes présentes sur le chat. L'émission est à retrouver dans la foulée sur YouTube et sur Spotify. Bonne soirée à tous les trois. On se retrouve même lieu, même heure la semaine prochaine pour débriefer le match contre Le Havre. Un grand merci à tous les trois. Passez une très très bonne soirée et Issa Nissa. Et Issa ça, Nissa. ça.